Bonjour à tous. Pour rebondir un petit peu sur l'intervention de Lucien, ce qu'il a évoqué dans la définition de la société ouverte, ça me rappelle sa postface à mon ouvrage, où il évoque des citations de Koudnov-Kalergi qui vont vraiment dans ce sens de démontrer qu'en fait le projet de société ouverte n'est pas juste comme on imagine ou tel que ça nous est vendu, une sorte de rêve un petit peu à la Benetton où tous les humains se tiennent main par la main, mais bien en fait le mélange et le panmixisme pour la population, mais l'émergence de nouvelles élites qui seraient, on va dire, des élites effectivement hybrides issues des guerres de l'ancien monde et préparant à la venue d'une forme d'aristocratie mondiale d'un nouveau type. Ça, c'est clairement dit par Koudnov-Kalergi, par exemple, et c'est cité des références que Lucien apporte dans le livre. Donc, mon intervention, je vais revenir un petit peu sur mai 68 et sur le contexte de l'époque. Donc, mon intervention, c'est société ouverte et subversion politique. Et un petit peu pour démontrer que mai 68 fut finalement un petit peu la révolution de la société ouverte, quoi. Comme l'a très bien dit Jean-Michel Vernochet, mai 68, ce n'est pas juste en France, c'est un phénomène mondial. Et ce n'est pas juste en mai 68, c'est toute cette période charnière à la fin des années 60, début 70. Donc je vais reprendre le contexte. Il faut se mettre dans l'époque pour les gens, par exemple, de ma génération, qui n'ont pas connu ce moment-là, mais le contexte de l'époque géopolitique. L'époque où le général de Gaulle positionne la France comme une puissance d'équilibre entre les trois forces de l'époque, à savoir l'Occident capitaliste, l'URSS soviétique et ses satellites, et le mouvement des non-alignés qui regroupait les pays qui refusaient le bipolarisme géopolitique de l'époque. Alors, ce n'est pas une hagiographie du général de Gaulle, moi je pose les choses telles qu'elles apparaissent un petit peu dans les forces géopolitiques qui s'affrontent à l'époque, mais il faut voir que dans le cadre de cette politique non alignée du général de Gaulle, il se confronte, c'est une chose qu'on oublie un petit peu à notre époque, il se confronte directement à l'euromondialisme tel qu'il était porté à l'époque par des personnalités comme Jean Monnet. Et c'est intéressant de voir que de Gaulle côtoie aussi Jean Monnet à l'époque de la France libre dans les années 40, et que déjà Jean Monnet est un partisan d'une intégration de la France avec l'Angleterre, pas juste d'une alliance avec l'Angleterre, mais d'un gouvernement commun et même d'une citoyenneté commune, ce que déjà de Gaulle refusait. Oui, mais de toute façon, De Gaulle était un opportuniste. C'est pour ça que c'était un grand homme d'État, parce qu'il savait se retourner sa veste et trahir tout le monde, hein, comme on l'a bien vu. C'est la clé pour faire de la réelle politique. Ouais. Donc, c'est pas pour nous, les gilets jaunes, hein, les gens du peuple. Nous, on est plus voilà, binaire. Mais bon. Alors, De Gaulle, à l'époque, n'est pas anti-européen. Mais il a une vision de l'Europe donc, qui n'est pas supranationale comme celle de Jean Monnet. Et surtout, il s'agit d'une Europe qui a une limite géographique et une cohérence historique qui correspond peu ou prou à ce que l'on désigne souvent comme l'Europe carolingienne. Donc c'est la fameuse Europe des six. Deux visions de l'Europe se confrontent alors, une vision nationale de l'Europe que défend De Gaulle et une vision supranationale et euromondialiste, celle de Jean Monnet ou de son compère Robert Schuman, et plus généralement de la technocratie et de la finance de l'époque déjà. L'historien Benedict Schönborn, spécialiste des relations euro-atlantiques et de la construction européenne, a bien décrit cette confrontation entre ces deux visions antagonistes de l'Europe. Il dit Paul-Henri Spaak, qui était le ministre belge des Affaires étrangères de l'époque et aussi président de l'Assemblée générale de l'ONU et secrétaire général de l'OTAN, qui est considéré comme un des pères de l'Europe. Donc Spaak voyait en Charles de Gaulle le plus dangereux adversaire et le fossoyeur de l'unité européenne. Jean Monnet, tout comme d'autres grands européistes, déplorait la politique aveugle et dépassée du président de Gaulle, le jugeant incapable de comprendre les exigences d'une Europe unie. L'ambassadeur allemand à Paris nota même en janvier 1963 que de Gaulle était en train de détruire 13 ans de construction européenne. Et le président Walter Van Hallstein, en juillet 1965, croyait à une coopération avec De Gaulle désormais impossible, et il compara ses méthodes à celles d'Adolf Hitler. Voilà.
Donc, pour poser un petit peu le cadre de l'époque, voilà quelques citations du général de Gaulle qui sont tirées de ce fameux livre d'entretien avec son ministre Perfit, où il dit des choses comme là, les Européens n'auront pas recouvré leur dignité tant qu'ils continueront à se ruer à Washington pour y prendre leurs ordres. Il vaut mieux l'indépendance qu'un marché commun vassalisé, et même s'il fallait choisir entre l'indépendance et le marché commun, il vaudrait mieux l'indépendance que le marché commun. Nous pouvons vivre comme un satellite, comme un instrument, comme un prolongement de l'Amérique. Il y a une école qui ne rêve que de ça. Ça signifierait beaucoup de choses. Ça dégagerait des responsabilités nationales à ceux qui ne sont pas capables de les porter. Il pourrait faire des discours, être ministre, escorter les Américains dans les conférences. Voilà. L'Europe intégrée, ça ne pouvait convenir à la France ni aux Français, sauf à quelques malades comme Jean Monnet, qui sont avant tout soucieux de servir les États-Unis. Etc., etc. On pourrait continuer longtemps. Et surtout, il explique, c'est très intéressant, c'est le contexte de l'époque où la France devient une puissance atomique. Je ne propose pas ce que voudraient tous les couillons, tous les laissés pour compte de l'Europe supranationale qui disent à la France, à la rigueur, on peut admettre que vous fassiez des bombes atomiques, mais à condition que vous les donniez à l'OTAN. Voilà leur maladie, ils peuvent courir. Voilà, donc des citations comme ça, il y en a beaucoup. Alors évidemment, la tâche historique de cette époque et du gaullisme, ce sont les événements d'Algérie et l'abandon des populations françaises et autochtones à leur sort. Donc ça, c'est une tâche indélébile. Mais dans ce contexte géopolitique, c'est intéressant de voir quel était le positionnement de Gaulle. Et plus on avançait vers mai 68, plus on voit que ça se durcissait, notamment la guerre, pendant la guerre des 6 jours, durant la crise durant laquelle De Gaulle dénoncera l'attitude expansionniste d'Israël et tiendra sa célèbre conférence de presse durant laquelle il parlera des Juifs comme un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Cette citation, qui lui vaudra de nombreuses attaques, une grande campagne de presse à l'époque, donc de type BFM TV, mais de l'époque, y compris de la part de personnalités conservatrices et soi-disant de droite, comme l'atlantiste Raymond Aron, qui écrira un livre entier sur le sujet, intitulé « De Gaulle, Israël et les Juifs », livre dans lequel Aron commente ainsi le discours de Gaulle. Le général de Gaulle a sciemment ouvert une nouvelle période de l'histoire juive et peut-être même de l'antisémitisme. Tout redevient possible. Un livre dans lequel la dénonciation d'un antisémitisme gaullien sert de fil conducteur avec par exemple des propos pleins de modération tels que « Pourquoi le général de Gaulle a-t-il solennellement réhabilité l'antisémitisme afin de se donner le plaisir du spectacle, pour punir les Israéliens de leur désobéissance et les Juifs de leur antigaullisme occasionnel », ça c'est intéressant, pour interdire solennellement toute velléité de double allégeance ou pour vendre quelques mirages de plus aux pays arabes. Voilà, donc... bref, comme on le voit, la France rescapée de la débâcle de 1940 et de la Seconde Guerre mondiale, en crise grave sous la 4e République, tentait sous De Gaulle d'élaborer une politique de puissance basée sur la dissuasion nucléaire, le réalisme politique, par exemple considérer la Russie et la Chine sur le temps long, au-delà de leur système idéologique réciproque, et un refus de la bipolarité héritée du système de Yalta, où la France n'était pas conviée. Je rappelle, une 3e voie française, en somme, que l'on pense... voilà. Il est clair que cette France-là, quoi que l'on pense comme je disais, de l'épisode honteux de l'Algérie, il est clair que cette France-là posait un sérieux problème à l'hégémonie qu'exerçait l'Amérique et l'anglosphère sur l'Occident. Il avait fallu pas moins de 2 guerres mondiales pour écraser le concurrent continental germanique. Ça n'était pas pouvoir ressurgir une alternative française à la thalassocratie atlantiste. La France de l'époque était clairement un verrou à faire sauter pour hâter l'américanisation de l'Occident. Pourtant, dans ce contexte de plein emploi et de croissance économique, comment attaquer, voire abattre un adversaire théoriquement de son propre camp ? Qui plus est, un adversaire ayant reçu la sainte onction du résistentialisme et de la croisade contre le fascisme. C'est là que vont rentrer en jeu de nouvelles façons d'affaiblir un État, de nouvelles façons de livrer des guerres par procuration, de nouvelles technologies politiques, comme on les dénomme en Russie, et comme aussi les dénomme Lucien Cerise. On peut voir, un petit peu selon ce panorama, vraiment mai 68 comme une sorte de Maïdan français qui s'appuyait sur d'autres forces que celles qu'a décrit Lucien, puisqu'elles n'existaient pas à l'époque, mais sur des forces à l'époque gauchistes que nous a bien montré Jean-Michel. Une sorte de Maïdan français qui visait à briser les velléités souverainistes de la France et à sa volonté de bâtir une 3e voie géopolitique et surtout à l'intégrer de force dans l'euromondialisme, face auquel elle a continué de traîner les pieds.
Voilà. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'ait pas existé un autre mai 68 plus intéressant, localiste ou enraciné, mais ça c'est une autre chose. Donc mai 68 à ce niveau-là coche toutes les cases de la révolution de couleur selon la méthodologie de la société ouverte. Et des révolutions qui lui suivront, révolution des œillets au Portugal, etc., à savoir utiliser un secteur d'opinion contre la majorité, jouer la jeunesse contre l'ordre ancien, érotiser le politique. Ça, c'est tout le travail en amont qui aurait été fait par le freudo-marxisme et l'école de Francfort, comme le rappelle Jean-Michel, et je fais un long chapitre sur cette partie-là, et où je montre les connexions entre les travaux de Karl Popper et ce qu'on pourrait appeler les poppériens et l'école de Francfort, et les marxistes culturels, comme on les appelle aux États-Unis. Donc, société civile contre ordre, donc érotisation du politique, freudo-marxisme, société civile contre ordre politique et militaire, avec tout le symbole du général de Gaulle comme figure emblématique du patriarcat militaire, voilà, homme blanc, catholique, enfin, cocher lui aussi toutes les cases. Une méthodologie qui sera utilisée depuis l'époque dans de nombreux théâtres d'opération où le globalisme cherche à recomposer les équilibres géopolitiques et sociaux de manière favorable pour lui, selon une méthodologie en partie basée sur les principes tactiques de Gene Sharp, l'auteur du livre De la dictature à la démocratie, un manuel de soulèvement pacifique traduit en 34 langues et qui a servi de base à toutes sortes de mouvements comme Otpor en Serbie, en Géorgie ou en Ukraine, au Kyrgyzstan, Biélorussie. Et durant les printemps arabes, à partir des principes théoriques de Gene Sharp, vont être créés le centre Canvas pour Center for Applied Nonviolence, créé à Belgrade en 2004. Donc le Canvas créé en 2004 par deux anciens dirigeants du mouvement Otpor et qui en sont toujours à la tête. Voilà, Canvas, c'est une sorte d'ONG en fait, et qui exporte cette méthodologie de la révolution non violente, d'une certaine manière, donc de la révolution de couleur, qui, en 2007-2008, avec l'appui de l'Open Society Foundation, a organisé des conférences de formation destinées aux blogueurs du printemps arabe. Donc partout, on voit partout où l'Empire a besoin de déstabiliser, il utilise ces méthodologies qui, pour nous, a commencé clairement en mai 68 pour déstabiliser la France de l'époque qui était souverainiste et partiellement non alignée. Donc, pour dire, voilà, il faut avoir en tête une chose dans cette idée de mai 68 comme révolution orange ou comme révolution colorée, c'est les changements de société lourds qui arriveront après cette période de jonction que furent la fin des années 60 et dont nous récoltons les fruits aujourd'hui. Donc Jean-Michel en a déjà parlé, mais donc l'immigration qui va devenir toujours plus massive avec voilà, le regroupement familial, les lois comme la loi Pleven qui vont commencer à réprimer la défense de l'identité française, le véritable début de remplacement de population qui culmine aujourd'hui avec le fameux pacte de l'ONU qui est censé signer prochainement Macron, d'où l'urgence de le dégager au plus vite. Donc des domaines de l'immigration, domaine de la société, donc vraiment le début de l'explosion de la pornographie qui vise à stériliser mentalement les populations. Le début de la pédophilie au niveau public. À l'époque, c'est les fameux manifestes pédophiles qui paraissaient dans Libération. C'est Cohn-Bendit qui passe à la télé pour nous expliquer ces choses-là. Voilà. On ouvre les vannes de tout ce qui était hors norme auparavant. C'est aussi au niveau de la finance le début des fonds d'investissement appelés hedge funds, qui permettront à des personnes comme Soros de faire fortune et du coup d'investir ensuite massivement à la promotion de cette société ouverte. Voilà, toutes les barrières à la finance cèdent, la loi de 73, etc. Donc dans tous ces domaines, immigration, société, finance internationale, ce sont des champs d'action où interviennent les réseaux Soros et l'Open Society. Je peux en résumer certains. Voilà. Oui, ce que je veux dire, c'est il faut se demander comment on peut faire passer une société encore homogène dans ses habitus, ses représentations collectives et même dans sa composition ethno-culturelle, comme l'était encore la France des années 60, à une société ouverte selon un mouvement que va connaître l'ensemble des grandes puissances de l'Occident. Parce qu'en fait, c'est ça tout l'enjeu de
la société ouverte, voilà, je parle de Soros, mais finalement c'est une porte d'entrée dans tout un monde et on va dire dans la manière dont a été, pour reprendre une expression de Lucien, neuropirater l'Occident, le logiciel de l'Occident qui était chrétien et romain politiquement, a été substitué par le projet de société ouverte. Alors qu'est-ce qu'une société ouverte ? Dans mon étude, j'interroge longuement cette notion. Je suis arrivé à la conclusion que cette notion désigne en fait, pour ceux qui y ont recours et qui l'instrumentalisent, désigne le projet de modification permanente et furtive de l'ensemble de la société pour le compte des intérêts de la haute finance mondialiste. Ce projet camouflé en une utopie internationaliste à la manière du communisme, mais par d'autres moyens. Le but est de fluidifier, de dissoudre les agrégats humains rétifs au changement impulsé par la chaîne du pouvoir réel, à savoir le pouvoir financier, qui est relayé par le pouvoir des médias, qui fait fonction d'église de l'opinion publique, et ensuite appliqué par les technocraties et les pouvoirs non élus, type Union européenne, et les organisations non gouvernementales, donc là encore non élues, mais qui viennent parasiter le vrai politique, et les animateurs de la politique parlementaire qui sont en dernière chaîne, voilà, pour nous gérer, nous, la population, le cheptel humain, les gilets jaunes. Voilà. Donc les réseaux Soros, de sa manière, constituent la quintessence de cette révolution de la société ouverte, dont mai 68 a été une époque charnière. Donc là, je vais parler un petit peu si vous voulez, de la méthodologie de l'Open Society et des réseaux Soros, puisqu'ils vont porter à leur paroxysme et de manière continue ce qui a été commencé à la fin des années 60 en Occident. Donc l'Open Society Foundations est le nom générique de l'ensemble des fondations fondées par George Soros. Il s'agit d'un réseau d'organisations non gouvernementales réparties sur tous les continents et dont l'action se déploie dans les thématiques sociales, sociétales ou politiques, telles que les migrations, la dépénalisation de drogue, les nouvelles normes sociétales, déstabilisation des régimes politiques, voilà, bon, enfin tout ce que j'ai déjà évoqué et dont mai 68 est directement apparenté. Les fondations Open Society comptent plus de 40 associations nationales et régionales interconnectées, mais en fait elles sont beaucoup plus car chaque branche de l'ESF entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreuses autres ONG. C'est une véritable pouponnière à ONG avec des relais qui vont du plus influent au niveau des relations internationales jusqu'au niveau local. Donc le budget, pour avoir une idée, le budget officiel de l'Open Society pour l'année 2017, pour 2018, a rejoint plus d'1 milliard de dollars. Là, en 2017, c'était 940 millions. Là, c'est 1 milliard de dollars. Les dépenses totales de l'OSF depuis sa création sont estimées à 14 milliards de dollars pour ses 33 années d'activité, mais en fait, ça serait peut-être 32 milliards si on compte les derniers dons qu'a fait George Soros sur sa fortune personnelle, sentant ses vieux jours arriver. Donc, il faut se représenter ça. Donc, 1 milliard de dollars, voilà, c'est la puissance. Soros se présente lui-même comme un homme d'État sans État. Donc, c'est une sorte d'État parallèle qui arrive à influer sur les institutions internationales, sur les hommes politiques, c'est à comparer avec les moyens, face à ça, nous n'existons même pas. Enfin, nous sommes on est un petit peu comme, je sais pas, les tribus d'Afrique face à l'empire anglo-saxon ou les pygmées, mais on est vraiment peu de choses. Mais c'est intéressant de comprendre que malgré ça, c'est pour ça que l'intérêt du mouvement des Gilets jaunes pour moi, c'est que malgré tous ces moyens qui sont mis en place depuis tant de décennies, là finalement, la dernière chaîne de transmission, la population, commence à ne plus suivre. D'où le travail important de la réinformation et de la formation. Parce que souvent, on a l'impression que les choses qu'on fait, parce qu'on est chacun dans son domaine, sont un petit peu inutiles. Mais c'est faux. Si on regarde, on voit là, dans le mouvement des Gilets jaunes les journalistes qui sont régulièrement mis dehors et tout. Mais c'est très intéressant. Il faut comparer ça avec le fait que les premiers sites politiques à être vus en France, c'est d'abord Égalité et Réconciliation et ensuite F de Souche, à savoir les deux tendances du nationalisme français actuellement. La tendance plus assimilationniste et la tendance plus identitaire. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. L'opinion leur échappe. L'opinion des populations des classes moyennes leur échappe. Elle est désorientée. Bien, c'est à nous, par le travail qu'on fait, à nous de la former et de lui donner des outils qui sont même plus des outils de compréhension, mais maintenant
c'est des outils d'autodéfense face à ce qui nous est fait. Donc voilà le budget général de l'Open Society. Donc par secteur, on pourrait parler de l'immigration, puisque l'immigration est utilisée maintenant. Jean-Michel l'a bien rappelé, comment la haute finance, voilà, des gens comme Jacob Schiff, des gens comme ça, comme Parvus, instrumentaliser les révolutionnaires et finalement les classes ouvrières au début du XXe siècle. L'équivalent du prolétariat de notre époque, c'est l'immigration. Donc maintenant, ce projet de société ouverte qui est finalement une forme de communisme, mais par d'autres moyens en fait, parce que finalement, un des pères de cette notion de société ouverte, Karl Popper, ne reprochait pas au communisme ses vues, mais ses méthodes finalement, ces méthodes qui étaient jugées trop brutales, mais finalement parce qu'elles avaient échoué. Mais le but elle-même, c'est-à-dire c'est former une nouvelle humanité, une nouvelle société mondiale, une humanité intégrée et mélangée, alors sauf peut-être pour une termitière humaine, c'est ça, avec à sa tête une élite éclairée, comme l'a bien rappelé Lucien. Mais donc, moi je parle d'armes d'immigration massive. Une des armes privilégiées de ce projet de société ouverte, c'est donc l'immigration. Donc la puissance de l'Open Society est bien visible sur la question migratoire, où l'Open Society collabore à la fois avec des associations de proximité, comme les fameux No Borders, financés en Europe par l'ONG United for Intercultural Action, mais aussi au plus haut niveau des institutions, avec un think tank comme l'European Council on Foreign Relations, dont Soros est l'un des créateurs et financiers. C'est le CFR qui est lié à l'initiative de stabilité européenne, l'autre think tank qui sera à l'origine du fameux plan Merkel sur l'immigration. C'est ce plan qui organise l'accueil par l'Allemagne depuis 2015 de près d'1 million de migrants. Ce plan Merkel qui était en fait directement inspiré par le plan que George Soros avait lui-même proposé sur son site officiel quelques semaines auparavant, un plan d'ambition continentale intitulé « Rebâtir le système du droit d'asile ». Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est le plan de Soros, donner en fait les directives à suivre pour que l'Europe ne soit plus qu'un couloir de passage ouvert à toutes les migrations venues de l'Afrique et de l'Orient. Le budget que l'Open Society consacrait à la seule question migratoire en 2018 était de 63 millions de dollars. Aussi, en septembre 2016, George Soros promettait d'investir 500 millions de dollars de placement en actions dans des investissements qui bénéficient aux migrants. Donc voilà, on voit que c'est... Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir la chaîne de causalité. On notera que l'une des organisations les plus impliquées dans l'installation d'immigrés venant de Syrie en Europe est l'association Human Rights Watch, dont le fondateur n'est autre que Aryeh Nayer, qui fut l'ancien président de l'Open Society de 1993 à 2012. Qui en est toujours son président d'honneur, je crois. Donc c'est cette Human Rights Watch qui est l'une des ONG les plus écoutées par les instances internationales dans les accusations de crimes de guerre portés contre l'État syrien et le président Bachar al-Assad. On voit dès lors se dessiner un scénario d'ensemble assez clair. D'un côté, la crise des migrants causée par les guerres en Libye et en Syrie crée des flux migratoires intenses, et de l'autre, ces mêmes flux peuvent être utilisés pour affaiblir l'Europe et lui proposer des solutions de gestion de crise d'inspiration globaliste. Donc, cette politique-là, l'Open Society est au cœur de tous les processus de transformation accélérée et furtive de l'Occident depuis sa création il y a plus de 30 ans, notamment en ce qui concerne le lobbying en faveur des changements juridiques dans le droit international sur le statut des migrations. Et c'est quelque chose qui est en train de porter ses fruits, puisque les migrations vont bientôt être considérées quasiment comme un droit de l'homme dans le cadre de l'accord international intitulé « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », qui inscrit, ouvrez les guillemets, fermement la migration dans l'agenda mondial, et que la plupart des États membres de l'ONU sont censés signer prochainement au Maroc. Donc on verra jusqu'où cette histoire ira. Donc ça montre le niveau de puissance, d'influence. Aussi pour les changements de société. Donc dans mon livre, je traite différents théâtres d'opération de la société ouverte, et donc dont par exemple la légalisation des stupéfiants au niveau mondial. Soros dit lorsque j'ai décidé d'étendre les activités de l'Open Society aux États-Unis, j'ai choisi la politique en matière d'usage de drogue comme le premier champ d'engagement.
Voilà. Donc cet engagement a abouti, on en a un peu parlé en France, mais le jour même de l'élection américaine de 2016, 5 États, donc aux États-Unis, 5 États ont validé la légalisation de l'usage récréatif et médical du cannabis. La Californie, le Maine, le Massachusetts, le Nevada et l'Arizona. 4 autres États en ont validé l'usage à des fins médicales. Donc maintenant, dans des États aussi à des fins récréatives. C'est une politique qui avance en Europe aussi. On voit en Suisse, on voit ailleurs. Voilà, ça se légalise toujours plus. Un bouleversement de grande envergure qui n'aurait pas pu se produire sans les campagnes de lobbying soutenues et financées par l'Open Society Foundation et George Soros pendant des années. Voilà, donc là je vais vous passer le détail un petit peu. Depuis 1994, Soros et l'OSF ont ainsi contribué à plus de 80 millions de dollars dans la lutte en faveur des politiques de légalisation. Comme l'a bien exprimé l'ancien ministre du directeur du Bureau national de contrôle des drogues de la Maison-Blanche, George Bush, le mouvement pro-légalisation n'a pas pu provenir d'une lame de fonds populaire. Une grande partie de son financement est organisée par George Soros et promu ensuite par des célébrités. Alors c'est important aussi, je vais revenir sur la question de l'immigration. Je vous disais le budget, par exemple, de l'Open Society, donc 60 millions de dollars officiellement, plus les 500 millions à des entreprises qui collaborent avec, pour l'intégration des migrants. Bon, je crois que le budget de Frontex, l'agence de surveillance des frontières européennes, c'est 300 millions par an. Donc on a une ONG qui est censée être privée, non gouvernementale, qui a un réseau d'associations et une puissance financière plus grande que l'organisme qui est censé défendre les frontières de l'Europe tout entière, pour vous dire l'idée. Voilà. Donc, drogue, immigration, question sociétale, lobbying en faveur de la légalisation des drogues à tous les niveaux de la société, lobbying en faveur de l'euthanasie, voilà, toutes ces choses-là, je les détaille, je ne vais pas vous faire perdre du temps avec ça, mais c'est vraiment très précis et ça montre la capacité d'influence de ces réseaux. Pour revenir à mai 68, un petit peu dans le fil aussi des travaux de Jean-Michel, finalement, ce que j'ai un petit peu étudié dans le livre, c'est les origines idéologiques de cette notion de société ouverte. Et finalement, on peut vraiment voir donc mai 68 comme révolution de la société ouverte, mais aussi comme une révolution cybernétique, une révolution de l'ingénierie sociale, comme pour reprendre les termes de Lucien. Parce que, pour arriver à mai 68 et à tout ce qu'il y a eu à la fin, à cette période charnière, il a fallu une longue préparation en amont de plusieurs décennies, dont je retrace la généalogie dans le livre. Par exemple, je parle d'un personnage qui est très intéressant, qui s'appelle Gregory Bateson. Dans le livre Underwriting Democracy, au sous-titre explicite encourager la libre entreprise et les réformes démocratiques dans la Russie soviétique et en Europe de l'Est, George Soros explique l'influence qu'ont eu sur sa pensée les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson et principalement son livre vers une écologie de l'esprit. J'ai lu Vers une écologie de l'esprit, donc ça c'est Soros qui dit, j'ai lu Vers une écologie de l'esprit de Bateson et j'en ai été inspiré. Bateson a été présent à la création de la cybernétique et en a appliqué les principes dans de nombreux domaines différents, depuis l'alcoolisme à la schizophrénie en passant par l'urbanisation et le codage génétique. Alors c'est intéressant parce que voilà, on voit que Soros reprend chez des personnages comme ça leurs travaux à ses fins. On va comprendre un petit peu pourquoi. Donc anthropologue, psychologue et épistémologue, Gregory Bateson est l'un des pères de la cybernétique. Voilà. Il jouera un rôle clé dans le développement de cette discipline, après avoir servi dans le renseignement militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale comme anthropologue au sein de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Il sera l'un des participants des fameuses conférences Macy's, les conférences Macy organisées à New York par la fondation Joshua Macy. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, donc on a un personnage qui est un acteur clé de l'anthropologie de cette époque-là, qui va travailler à ces conférences Macy. Les conférences Macy, qu'est-ce que c'est ? Elles furent organisées à New York par la fondation Joshua Macy et elles réunirent à intervalles réguliers de 42 à 56 un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, d'anthropologues, de psychologues et d'économistes qui s'étaient donné pour l'objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit, une approche interactionnelle du comportement humain. Elles furent à l'origine du courant cybernétique et des sciences cognitives.
Dans cette perspective, une société humaine, autant qu'un système, que toute forme de système, un système informatique, constitue des systèmes cybernétiques. La cybernétique constitue ainsi l'outil socio-technique qui permet de décomposer et recomposer le corps social à dessein. Rappelons que, comme le rappelle aussi Lucien, le rôle central qu'a joué Karl Popper dans le développement de cette discipline, comme il en parle lui-même dans son livre « La société ouverte et ses ennemis ». Dès l'origine, les conférences Macy vont faire le lien entre les milieux intellectuels et humanitaires de l'après-guerre et le monde militaire anglo-saxon et anglo-américain. Ainsi, on voit toutes sortes de personnalités qu'on connaît pas forcément, mais qui ont joué un rôle clé, comme Frank Fremont Smith, président de la World Federation for Mental Health, fondée en 1948, qui organisait simultanément les conférences Macy et le premier groupe d'études de l'Organisation mondiale de la santé. Margaret Mead, épouse de Bateson, qui a travaillé pour lui dans le sein de l'OSS, qui fait une figure centrale du groupe d'études de l'OMS, ou encore John von Neumann, l'un des pères de la bombe atomique et futur président de la Commission américaine à l'énergie atomique. Bref, je vous en passe d'autres. Voilà. Kurt Lewin, le fondateur du MIT Group Dynamics Research Center, un proche de l'école de Francfort, dont le travail sur la linguistique sera à la base de l'intelligence artificielle. Le Levin National Training Laboratory de Kurt Lewin deviendra plus tard une partie de la National Education Association et facilitera ainsi la transformation de l'éducation publique en Amérique. Kurt Lewin, qui est aussi affilié à l'Institut Tavistock. Bref, voilà, tout un panel d'individus. Une incroyable collection de personnages ont assisté aux sessions du groupe de recherche. Aussi Max Hockenheimer, directeur de l'école de Francfort, etc. Donc on voit cette collusion entre des milieux militaires, milieux de la recherche, milieux universitaires, autour de cette discipline naissante à l'époque, qui est la cybernétique. Donc là, je passe là aussi certains détails. Le groupe de recherche travaillant sur la cybernétique dans le cadre le groupe de recherche travaillant sur la cybernétique dans le cadre des conférences Macy sera aussi à l'origine de la World Federation of Mental Health, donc la Fédération mondiale sur la santé mentale, dont l'un des présidents, le général John Rawling Rees, était par ailleurs le directeur de l'Institut Tavistock, le premier centre de guerre psychologique de Grande-Bretagne, qu'a évoqué aussi, je crois, Lucien. Comme nous l'avons déjà évoqué, donc c'est intéressant parce que par cette figure de Gregory Bateson, on voit le lien entre finalement George Soros, qui dans ses écrits, tourne un peu autour du pot, parle beaucoup de choses très consensuelles et générales sur ce que recouvrirait l'idée de société ouverte. Et finalement, en plongeant dans ses inspirations, et donc Karl Popper, mais surtout aussi des gens comme Gregory Bateson, on tombe dans un univers qui est bien différent des interventions publiques un peu roboratives de George Soros. Donc c'est intéressant de comprendre que Gregory Bateson, qui a servi dans l'ancêtre de la CIA, l'OSS, sera, en tant qu'anthropologue, le père d'une notion, le théoricien d'une notion qu'il appelle la schismogénèse, qui est l'étude du moment, si on veut, et de la manière dont les groupes humains se séparent, des groupes humains homogènes au départ, ou des tribus qui vont commencer à se séparer sur certains détails de comportement ou d'anthropologie, qui vont finir par vraiment signer une identité et qui créera des identités de groupes spécifiques. Alors cette il appelle ce processus la schismogénèse, mais on pourrait voir aussi la schismogénèse comme reprise par Soros et par les ingénieurs sociaux comme justement l'outil pour générer des schismes dans les groupes humains. Ça nous rappelle donc la question ukrainienne et la méthodologie qu'a bien décrit Lucien. C'est quelque chose qui est employé en France avec l'arme des minorités, l'immigration. On se pose la question aussi de l'immigration de masse en Occident a aussi cette fonction-là, cette fonction de créer un schisme dans la société. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, je reviens à l'actualité, mais c'est ça qui est intéressant avec le mouvement un peu des gilets jaunes qu'on voit actuellement, on a l'impression que c'est en train de court-circuiter ça. C'est-à-dire là, on sort un petit peu de ce qu'avaient prévu les ingénieurs sociaux.
pour l'instant en tout cas, espérons que ça dure. Donc, comme je vous ai dit, le Bateson qui organisera avec d'autres les conférences Macy's, et les participants de ces conférences Macy's qui étaient liés aussi à l'école de Francfort. Et l'école de Francfort qui va publier un ouvrage qui est un ouvrage fondateur aussi des sciences sociales contemporaines, qui s'appelle Les études sur la personnalité autoritaire. Donc ça, c'est très important parce que ça précède, on va dire, d'une vingtaine d'années, justement, l'explosion de mai 68 à travers le monde, et notamment en Occident, et notamment d'abord aux États-Unis et par l'université. En fait, par ces gens, finalement, ont agi en lobbyistes et ont amené leurs idées dans l'université américaine, et ensuite, par contamination, ces idées se sont répandues dans tout l'Occident avec les conséquences que l'on connaît. Donc les participants de la conférence Macy's étudièrent avec grand intérêt la publication de La personnalité autoritaire, cette étude collective de psychologie sociale menée par l'Institut de recherche sociale, l'autre nom de l'école de Francfort, étude qui fut éditée en 1950 par l'American Jewish Committee sous la direction de Theodor Adorno, un des membres importants de l'école de Francfort, voilà, et un des grands déconstructeurs de l'Occident. Donc, l'objet de La personnalité autoritaire était d'analyser les ressorts psychologiques et sociaux qui ont permis l'émergence du fascisme au XXe siècle. Un outil qui allait servir dès les années 50, durant la guerre froide, face au stalinisme aussi, mais pour contrer aussi l'émergence de tout autoritarisme en Occident et aux États-Unis. Une étude de psychologie sociale inédite à l'époque, de par son ampleur et son ambition, mais aussi par sa méthodologie. En fait, un questionnaire est présenté à différents groupes d'individus. Bon, je vous passe le détail, mais en gros, sur les 2000 sujets qui sont évalués, les données recueillies sur les 2000 sujets sont d'abord empiriques. Une liste de propositions est soumise au sujet de l'enquête. Mélangées dans la liste, les propositions sont liées à des thèmes psychosociologiques. En fonction des réponses d'accord ou pas d'accord, les penchants autoritaires et antidémocratiques sont notés et classés sur une échelle F comme fascisme. Cette échelle F est elle-même construite et enrichie par d'autres échelles, AS comme antisémitisme, CPE comme conservatisme politico-économique ou E comme ethnocentrisme. Les premières conclusions de cette analyse empirique montrent que le potentiel d'adhésion au fascisme traverse de manière quasiment homogène toutes les couches de la société. C'est une étude aux États-Unis. Mais c'est intéressant de voir que finalement, c'est tout ce qui émerge ensuite, comme on va dire cette obsession de l'antisémitisme, du fascisme qui nous est ressorti constamment, ne vient pas de rien. Elle vient vraiment des théoriciens de l'Occident contemporain, et donc de ce qu'on pourrait appeler de la société ouverte, ceux qui ont subverti l'Occident. Ainsi, cette échelle F doit mettre au jour les penchants les plus cachés de la personnalité qui tendent vers l'autoritarisme sous toutes ses formes. Donc, c'est-à-dire que évidemment, on ne le sait pas, mais en fait, on est ontologiquement antisémites et fascistes. Et eux sont en charge de nous le révéler. Voilà. Nous, les gilets jaunes. Voilà. Le psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement, donc toutes ces choses horribles de notre civilisation, les tests de recrutement, la mentalité des CV, voilà, toutes ces choses qui nous répugnent, mais participera à l'élaboration de cette échelle psychologique du fascisme. Donc on est vraiment dans la cage mentale qu'on nous a construit. C'est ces gens-là qui sont à l'origine. Theodor Adorno, directeur de cette recherche collective, posait à l'époque la question: si un individu potentiellement fasciste existe, à quoi ressemble-t-il ? Qu'est-ce qui contribue à former la pensée antidémocratique ? Quelles en sont les forces organisatrices à l'intérieur de la personne ? Donc voilà, ces gens-là, s'ils avaient une sonde pour vous la mettre dans le cerveau, ils le feraient. Donc, comme on le comprend aisément, cette personnalité autoritaire est ce qui s'oppose le plus directement à la réalisation d'une société intégralement ouverte, que ce soit au niveau politique, religieux, ethnique ou psychologique. À chaque crise donc là, c'est des citations du livre. À chaque crise de croissance de la montée de la société ouverte dans l'histoire, depuis les Lumières et avant, et peut-être aujourd'hui aussi avec les Gilets jaunes, depuis les Lumières et avant, cette personnalité autoritaire se recoagule et se reconfigure périodiquement sous des formes extérieures différentes, mais toujours animées du même moteur immobile anti-progressiste. C'est cet inconscient collectif autoritaire qu'il convient de briser afin d'empêcher définitivement la réapparition de la personnalité autoritaire sur la scène de l'histoire. Pour cela, le rôle de la cybernétique et de l'ingénierie sociale convergent dans le projet de société ouverte mondiale. Donc, voilà. Et c'est aussi, je crois, l'époque des recherches sur la lobotomie, enfin toutes sortes de choses. Et pour finir sur ce passage sur l'école de Francfort, c'est assez long dans le livre, donc pour ceux qui sont intéressés,
Donc, oui, comme l'a très bien rappelé Jean-Michel, l'école de Francfort n'a d'allemande que le nom, puisqu'au départ, c'est le nom donné à un groupe d'intellectuels réunis autour de l'Institut de recherche sociale fondé à Francfort en 1923. Mais c'est intéressant de voir le parcours de ces gens-là, qui au départ sont tous des communistes purs et durs. La réunion fondatrice de l'Institut de recherche sociale a eu lieu dans la région allemande de Thuringe durant l'été 22. La liste des participants suggère quelque chose de plus qu'une simple réunion d'étudiants. L'internationale communiste y était représentée en la personne de Georg Lukács, commissaire adjoint de la culture et de l'éducation éphémère de l'éphémère République soviétique hongroise de 1919. Bref, tous ont un pédigré de ce genre-là. Hein. Ils ont été donc très actifs au moment où, après la Première Guerre mondiale, où essayent de s'installer des conseils ouvriers et où finalement, dans le chaos, ces théoriciens révolutionnaires apprentis messianistes essayent d'appliquer leur vue. Mais ils vont assez vite déchanter avec la montée, la réaction parallèle du fascisme en Europe occidentale et d'une certaine manière aussi, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la stalinisation du communisme en Russie. Donc ils vont progressivement, l'Institut de recherche sociale va progressivement changer de ligne politique et orienter ses recherches vers une critique sociale radicale qui se veut détachée du marxisme orthodoxe. Et ce qui mènera dans les années après-guerre directement au freudo-marxisme dont a parlé Jean-Michel. Donc l'arrivée des nationaux-socialistes en 1933 contraint finalement l'Institut à fermer ses portes et ses membres à l'exil. Et là, c'est intéressant de voir leur trajet, c'est-à-dire ils sont passés de bolcheviques purs et durs, ensuite à, on va dire, marxistes non orthodoxes, freudo-marxistes, critiques du communisme réel, parce que finalement le communisme réel était devenu trop paternaliste, trop autoritaire et trop nationaliste. Et ils vont en fait là émigrer avec l'appui des services américains aux États-Unis et avec leur relais, et notamment avec, l'Institut recevra un contrat conjoint en 1942 de l'American Jewish Committee et du Jewish Labor Committee afin d'élargir leur travail sur l'autoritarisme avec une attention particulière portée sur la montée du nazisme. C'est donc là qu'ils vont commencer à produire cette étude sur les prémices de l'étude qui viendra plus tard sur la personnalité autoritaire. Voilà. Donc, tout leur travail, ça va être ça. On leur a dit, bon, on vous a exfiltré d'Allemagne avant que ça tourne mal. Maintenant, vous êtes là. Vous allez nous servir à enfoncer nos adversaires. D'abord, à l'époque du fascisme, le fascisme, et ensuite, à l'époque de la guerre froide, le communisme, on pourrait dire, le marxisme orthodoxe d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on verra d'ailleurs en mai 68, la confrontation du trotskisme et du freudo-marxisme avec les vestiges du Parti communiste ancienne époque, quoi. Donc pour finir sur ça, voilà, ce passage d'agent du Comintern à relais de l'atlantisme allait aussi signifier un changement radical de tactique politique. Le fascisme abattu par l'alliance entre le libéralisme et le stalinisme, l'autoritarisme en soi prenait maintenant la forme de l'Union soviétique d'une part et du conservatisme en Occident d'autre part. Le socialisme réel étant devenu un autoritarisme, l'idéologie de l'école de Francfort allait toujours plus s'orienter vers la critique radicale des normes sociales et vers le freudo-marxisme. Pour finir sur l'idéologie de ces gens-là, une citation par exemple d'Adorno qui, dans La personnalité autoritaire, explique plusieurs choses très intéressantes sur la nature, par exemple, de mai 68. L'anti-autoritarisme fut alors ça, c'est un sociologue qui parle de la pensée d'Adorno. L'anti-autoritarisme fut le thème le plus original et le plus propre au mouvement 68ard. Il caractérise en particulier les premières phases du mouvement étudiant et le différencie profondément de tant d'autres mouvements qui le précédèrent ou le suivirent. L'anti-autoritarisme fut la première vraie bannière du mouvement de jeunesse qui lança cette flèche depuis l'université vers tous les domaines de la société. Voilà. Et Adorno, donc, qui dans La personnalité autoritaire explique: notre tâche est comparable à celle de l'élimination de la névrose, de la délinquance ou du nationalisme dans le monde. Donc nationalisme égale maladie mentale. Nous ne devons pas supposer que l'appel à l'émotion appartient à ceux qui se dirigent vers le fascisme, tandis que la propagande démocratique devrait quant à elle se limiter à la raison et à la retenue. Ça, c'est très intéressant et ça rejoint ce que disait Lucien aussi. Si la peur et la destructivité sont les principales sources émotionnelles du fascisme, l'éros appartient quant à lui principalement à la démocratie. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a eu à partir de mai 68, cette érotisation du politique et ce reflux des questions sociales réelles. On est donc passé
en mai 68, donc tout ce milieu, on va dire, de la cybernétique, de l'ingénierie sociale, on peut considérer que mai 68 donc, est une révolution cybernétique, et la révolution du passage de l'ère du politique, dont la figure de De Gaulle en France était le symbole, hein, finalement, dernier vrai homme politique, avec tous ses défauts et ses qualités. La dernière figure d'homme politique, donc la dissolution du politique et le passage progressif à l'ère de la technocratie, de la cybernétique, de l'ingénierie sociale et à l'ère du management. Donc à l'ère de l'organisation pure et de la société humaine entendue comme système et non plus comme collectivité organique. Mais ce qui est intéressant, donc là c'est pour finir sur notre époque, c'est une dernière notion que développe beaucoup Soros dans ses ouvrages, c'est la notion de réflexivité historique. Donc cette idée que finalement on ne peut pas maîtriser tous les mouvements sociaux et que finalement l'ingénieur social doit repérer les tendances montantes dans les sociétés pour y investir selon ses vues et selon ses intérêts. Mais là, peut-être que maintenant ces gens-là qui nous considèrent comme du cheptel humain, hein, le terme human cattle est utilisé par Karl Popper, hein, même si c'est de manière très, très habile, mais c'est ça qu'il dit en fait. Donc les populations par essence conservatrices qui étaient censées s'ouvrir au projet de nos élites éclairées commencent maintenant de manière instinctive à voir que tout simplement leur projet n'est pas viable. Donc ce qui se passe en ce moment, et cette conférence est intéressante pour ça, parce qu'elle est vraiment dans ce nœud historique-là, à l'anniversaire, on va dire, entre mai 68 et 2018, novembre 2018. Donc là, on pourrait peut-être arriver à une forme de retournement dialectique de la révolution de la société ouverte, et on doit, nous, orienter le mouvement qui est en train de monter et qui, j'espère, continuera vers des positions on va dire, traditionnelle et conservatrice, mais au sens positif. Donc, et on doit en fait travailler maintenant à orienter ces gens qui d'instinct ont compris qu'en fait on ne leur laissera rien et qu'on veut tout leur prendre jusqu'au bout. Donc nos hommes politiques, Macron, les Chiappa, tous ces gens-là, qui sont vraiment le plus bas niveau du politique, quoi, on ne devrait même pas les appeler des hommes politiques, ce sont pas des hommes politiques au sens classique. Mais ces gens-là sont que des représentants transitoires. On doit évidemment les dégager. J'espère que ce mouvement arrivera à ça. En tout cas, j'espère qu'à terme, oui, on poussera vers autre chose. Mais ce qui prendra place de ça, s'il doit y avoir autre chose, il faut savoir qu'après, c'est la guerre contre les autres étages du système. Le système, c'est finance internationale et idéologie. En dessous, classe médiatique, qui est l'église de notre époque, qui fait l'opinion. En dessous, la technocratie et les organisations non gouvernementales. Et enfin, le politique, législatif, exécutif. Donc, si quelque chose doit... Et nous, on est au dernier niveau de la population. Donc, si on pousse quelque chose des représentants qui serait plus nous, si on prend directement, nous, le pouvoir de représentation, on sera confronté à une pression gigantesque, colossale. Et en fait, il faut savoir, ces gens-là n'ont rien à perdre. Ils ont montré toute l'histoire du XXe siècle, finalement, est une guerre permanente que le cosmopolitisme livre aux systèmes concurrents. Ces gens-là iront jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas de toute façon de plan B. Et ce sont des prédateurs, selon un petit peu le symbolisme utilisé par la société fabienne, la Fabian Society, qui est à l'origine de la London School of Economics, dans laquelle des gens comme Soros sont étudiés, dans laquelle l'élite étudie. Ces gens-là avaient pris comme symbole un loup déguisé en agneau. Voilà, c'est ce qu'ils sont. Donc ils se font passer pour des humanistes, mais ce sont des pires prédateurs avec une typologie mentale qui est en fait proche de celle de la sociopathie, et ils jouissent d'écraser des populations. Donc maintenant, il faut leur rendre la monnaie de leur pièce, et comme disait le penseur italien Julius Evola, il faut leur faire ce qu'ils veulent nous faire avant qu'ils ne nous le fassent. Voilà.